le président François Mitterrand, puisqu'ils ont retrouvé leur grade. En 1982. Voilà, etc. Mais merci donc encore de cette présentation. Voilà. Alors, très vite, nous allons passer à Jean-Jacques Jordi. Alors, Jean-Jacques Jordi est docteur en histoire, donc spécialiste de la colonisation et la décolonisation, et plus particulièrement de l'Algérie. Il a consacré de nombreux travaux à ce sujet, et il achève un ouvrage sur l'histoire des Pieds Noirs, apparaître chez Armand Collin au début de l'année prochaine. Et Jean-Jacques Jordi va donc traiter des crimes et des exactions du FLN après le 19 mars 1962. À vous pour 20 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous tous d'être là. On fait là un grand pas, parce que je vais vous parler de l'après 19 mars 62, donc après les accords d'Évian, pour vous parler effectivement du positionnement du FLN et de l'ALN dans cet après 19 mars. Alors, je vous donnerai juste un petit chiffre pour démarrer. Il y a un rapport de l'ambassade de France à Alger, dresse au 30 avril 1963 un bilan des exactions contre les civils européens depuis la signature des accords d'Évian. Uniquement civils européens, parce que les exactions, j'en dirai quelques mots, ont touché aussi les civils musulmans et les ex-supplétifs. Du 19 mars 62 au 30 avril 63, l'ambassade va recenser un peu plus de 3000 disparitions, enlèvements ou arrestations, des dizaines de milliers, des milliers de vols, de viols, de rançonnements, exactions diverses. Et toutes ces exactions ont généré, à partir de mars 62 jusqu'en fin 62, quelques 10 000 dépôts de plaintes de Français d'Algérie qui étaient à cette époque présents en Algérie. Et dans ces dépôts de plaintes, on ne peut pas dire qu'une seule plainte est aboutie, puisqu'en réalité, aucune plainte n'a été instruite. Donc on peut se poser la question de mars 62 jusqu'à l'indépendance, et puis après l'indépendance. Alors je sais bien que durant l'été 62, le pouvoir politique algérien n'est pas affirmé, et donc il y a une guerre civile qui est en train de renaître entre les différents chefs des wilayas. Mais à partir de la prise de pouvoir de Ben Bella, fin septembre 62, petit à petit, l'Algérie se calme un petit peu et on aurait pu instruire ces plaintes-là, et il n'y en a eu aucune d'instruite. Alors, les accords d'Évian, je reviens à ces fameux accords d'Évian. Accords d'Évian, c'est une phrase d'un journaliste. Hein. On appelle ça la déclaration de principe relatif au cessez-le-feu du 18 mars. Alors, on va dire accord d'Évian, signé le 18 mars, sont supposés mettre fin à une guerre dont plus personne ne voulait et à la cessation des violences dès le lendemain à midi. Ils interdisaient aussi tout recours aux actes de violence individuelle, collective, toute action clandestine et contraire à l'ordre public, établissaient un partage des compétences entre un commissaire de France, un haut commissaire de France qui va être Fouché, et un exécutif provisoire algérien, et prévoyait une coopération économique, financière, culturelle entre les deux États. Ça peut être un idéal, hein, on signe des accords d'Évian. Cependant, ces accords étaient à peine signés, qu'ils étaient contestés par l'OS, parce que l'OS n'était pas invité aux accords d'Évian, donc l'OS n'était pas concerné par les accords d'Évian, donc, mais les accords d'Évian étaient contestés par l'OS, mais aussi, dans la foulée, par l'état-major général de l'ALN, puis
par le FLN lui-même quelques jours après les avoir approuvés. Et ça, maintenant, les archives sont très claires là-dessus. On sait très bien comment ça a fonctionné. Et à partir de ce 18 mars, 19 mars, en fait, par les formes prises, par ces rejets, l'Algérie va se figer dans une peur qui confine à l'irrationnel. Il s'agit bien évidemment là de l'Algérie des villes, parce que l'Algérie des bleds, ça fait longtemps qu'elle est sous la domination du FLN, qui a déjà imposé sa loi. Désormais, la violence trouve son expression la plus radicale dans les grandes villes, Alger, Oran, Bonn. Donc, on a l'impression que tout le monde s'habitue un peu à ce terrorisme qui fait partie d'une sorte d'une surenchère entre le FLN et l'OAS. Seulement, le FLN aurait dû mettre, et l'ALN, mettre les armes à terre, comme l'avait fait l'armée française d'ailleurs. L'armée française avait reçu des ordres qui venaient du général Dodelier, qui était donc le conseiller militaire du président de la République, du général de Gaulle, qui disait que l'armée française ne pouvait riposter qu'à la seule condition qu'elle soit elle-même attaquée directement. C'est-à-dire que toute exaction commise envers des civils, l'armée française ne devait plus du tout intervenir. Ça c'est... Et d'ailleurs quelques généraux, en tout cas, vont s'abriter derrière ce fait-là. Donc tout ce qui est exaction commise envers des Européens, des civils, musulmans comme Européens, il fallait demander en fait à des commissions mixtes de cessez-le-feu qui se mettaient en place, fallait leur demander la possibilité de résoudre les problèmes des exactions commises envers les musulmans ou envers les Européens. En fait, je vous le dis de suite, les commissions mixtes de cessez-le-feu n'ont jamais fonctionné. Et même, elles ont jamais fonctionné pour essayer de trouver une solution. Je dirais, elles ont fonctionné à débours de l'armée française, puisque dans ces commissions mixtes, il y avait des représentants de l'armée française, surtout, et des membres du FLN. Et il se trouve que quand l'armée française disait, ben voilà, telle personne a été enlevée ou telle personne a subi tel type d'exaction, donc le militaire français portait ce dossier devant la commission mixte, et en fait, on s'apercevait que c'était le représentant FLN de la commission mixte qui lui-même avait ordonné l'enlèvement ou l'exaction. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très particulier. Très particulier parce que on nous dit souvent, mais non, mais l'ALN et le FLN ont respecté les accords d'Évian. Et c'est l'OAS, par la terreur de l'OAS, qui a fait, qui a provoqué une surenchère de cette terreur par le FLN. Je veux bien. Mais seulement, moi, je suis un peu comme saint Thomas, excusez-moi, mais je regarde les archives. Et depuis 30 ans que j'y suis, je me dis, il y a quand même des problèmes. C'est signé le 19 mars. Et je vois que dans la nuit du 19 mars au 20 mars, il y a des exactions commises envers les Européens. Et le 19, par exemple, le FLN mitraille une voiture où il y avait 4 Européens et tue tous les passagers. Puis exécute le lendemain 8 Européens. On est uniquement à Alger. Hein. Donc, on a effectivement, dès le début, la non-volonté du FLN de respecter les accords d'Évian. Ils ne veulent pas respecter les accords d'Évian, et d'ailleurs, ils le montrent. Par rapport aux ex-supplétifs, qui sont protégés par les accords d'Évian, on sait très bien que dans la journée de 21 et 22 mars, toute la Harka, qui était un peu sous les ordres, je dis un peu parce que c'est pas encore très clair cette histoire, de Champierre-Chevènement, a été massacrée sous ses yeux. Et on est le 21 mars. Bon, alors je veux bien qu'on dise,
il y a des personnes qui se vengent, il y a c'est de la vengeance, etc. Bien sûr, il y a toujours de la vengeance quand il y a des sorties de guerre. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours des viols, on veut récupérer des voitures, on veut récupérer des appartements, on veut récupérer des maisons, on veut récupérer... Voilà. Il y a toujours ça. Dans les sorties de guerre, ça arrive tout le temps. Sauf que là, effectivement, ça arrive un peu trop souvent, et on a l'impression, en ce qui concerne, en tout cas, deux aspects de ces exactions, c'est donc en ce qui concerne les disparus civils européens, et puis le massacre des ex-supplétifs, qu'il y a véritablement une organisation qui se met en place. Et là, je peux vous dire que le général Chiras, on a parlé beaucoup de généraux ce matin, et beaucoup de généraux ont parlé d'autres généraux. Le général Chiras, c'est celui qui commandait, si mes informations sont exactes, en tout cas je le vois comme ça dans les archives, la gendarmerie en Algérie. Et il écrit très très simplement, contrairement à une idée reçue, ni le FLN ni l'ALN n'ont respecté la déclaration de principe contenue dans ce qu'il est convenu d'appeler les accords d'Évian. Dans les tout premiers jours qui suivent la signature des accords, FLN et l'ALM se sont livrés à des exactions envers non seulement les civils européens, les civils musulmans, mais aussi envers les forces de l'ordre. Il est vrai qu'il faut ici repérer les différences notables selon les régions. Les exactions restent très faibles dans le Constantinois et la Kabylie, hors musulmans pro-français, alors que dans la Midjidja, le Chélif et le nord orandais, cela s'enflamme. Les 20 et 21 mars, 91 actions de feu du FLN et de l'ALN sont perpétrées contre les forces de l'ordre, faisant 18 tués et 39 blessés. Donc on voit même que le non-respect, c'est aussi contre l'armée. Donc on a contre l'armée, contre les civils européens, contre les civils musulmans, et de cela, on fait semblant de ne rien voir, alors que tout le monde est au courant de tout ça. Le général Chiras va poursuivre. En outre, des membres de l'ALN armés circulent quotidiennement à bord de véhicules dans toutes les zones, et de nombreux barrages sont effectués par des éléments locaux du FLN qui fouillent les Européens, procèdent parfois à des enlèvements de personnes, dont certaines sont cependant remises en liberté. En avril, on passe à près de 600 actions imputables au seul FLN et 185 attentats dirigés contre des civils européens. Et la situation va empirer en mai, en juin et en juillet, avec ce qu'on connaît donc du 5 juillet à Oran. Je signale d'ailleurs que le 5 juillet est la journée la plus meurtrière de toute la guerre d'Algérie. 700 morts. Il n'y a pas eu une journée plus meurtrière de toute la guerre d'Algérie, y compris la bataille des frontières, parce que la bataille des frontières se prolonge sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, sur le total, effectivement, il y en a plus. Mais là, c'est pas le cas. Et ça va passer complètement inaperçu. Et ça va passer d'autant plus inaperçu que, à un moment donné, il y a une circonstance, enfin, il y a des circonstances qui font que le général Katz, qui a en juillet 62 la possibilité d'intervenir, il a 18 000 hommes sous sa main, il n'intervient pas. Et il n'intervient pas pour défendre et pour sauver des Français et quelques musulmans. Donc, on a comme ça les seules interrogations et les seules alarmes qui sont portées le sont par les autorités judiciaires ou par les avocats des barreaux d'Alger ou d'Oran. On a comme ça les autorités judiciaires d'Alger s'inquiètent aussi de ces exactions. Ils relèvent les enlèvements d'Européens se font plus nombreux dès la mi-avril 62. Ainsi, dans la région de Baraki, des enlèvements d'Européens par le FLN sont quasi systématiques. Ils sont d'ailleurs envoyés dans des camps situés à Hammam Melouane ou à Teblat. Du 24 avril au 2 mai, 13 personnes ont été enlevées, uniquement sur Alger. Le procureur général près la cour d'appel d'Alger informe le garde des Sceaux qu'il est obligé de saisir
l'autorité militaire, car la gendarmerie n'est pas en mesure d'agir. Donc, vous voyez que on a des interpellations et la réponse reste toujours la même de la part du gouvernement, saisir les commissions mixtes, dont les militaires qui font partie de ces commissions mixtes nous disent que, rappellent en tout cas à leur hiérarchie que les commissions mixtes n'ont aucun effet. Cela aboutit finalement à l'arrivée de cette indépendance, et on aurait pu penser qu'à l'indépendance, il y ait moins d'exactions, puisque finalement, quand un pays accède à l'indépendance, ce pays devient maître chez lui. Or, avec les événements d'Oran, dont j'ai pu démontrer que c'était pas un coup d'épée dans l'eau, mais que c'était quelque chose d'extrêmement bien organisé, bien mis sur pied. Hein. C'est une organisation ce qu'on appelle du groupe d'Oujda, donc piloté par Boumedienne et Ben Bella, et donc ils vont prendre véritablement Oran et ils vont se servir d'Oran contre le GPRA en disant Alger n'est pas capable de résoudre le problème de la sécurité. Voyez ce qui s'est passé à Oran. Nous, on arrive, et puis alors que c'était eux qui ont fomenté Oran. Donc, on a comme ça des enlèvements d'Européens, hommes, femmes, enfants, des exactions qui sont commises de plus en plus importantes, mais qui ne cessent pas en juillet et en août. Uniquement pour les disparus civils européens, il y a plus d'enlèvements et de disparus civils européens après l'indépendance qu'il y en a eu entre le 19 mars et l'indépendance. Et il y a 8 fois plus de disparus entre le 19 mars et le 5 juillet qu'il y en a eu pendant toute la guerre d'Algérie. Donc on a là crescendo, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une courbe descendante des exactions, on a une courbe ascendante des exactions commises envers les Européens et les musulmans. Parce que les musulmans sont eux qui souffrent le plus. On sait ce qui est arrivé aux Harkis. Là aussi, les Harkis, enfin les ex-Harkis, puisqu'ils ne sont plus Harkis depuis qu'ils sont démobilisés, n'auraient pas dû souffrir ce qu'ils ont souffert. Or, là aussi, maintenant les archives s'ouvrent. Je ne sais pas qui disait ce matin, la ministre disait ce matin que les archives devaient s'ouvrir. Elles s'ouvrent, elles sont bien là. Et elles montrent effectivement ce massacre de Harkis qui était perpétré à grande échelle. Alors, se pose la question de la responsabilité, j'en terminerai sur ce point. Finalement, si moi je retrouve autant d'archives sur ces exactions commises par le FLN et l'ALN, ça pose deux questions. Premièrement, je suis persuadé que, et puis je dirais presque à la suite de Mohamed Harbi, c'est un dirigeant du FLN qui a écrit un ouvrage il y a quelques temps et qui disait que le FLN, à un moment donné, a mis les notions de pur et d'impur dans sa doctrine. Donc, à un moment donné, si on n'est pas arabe et musulman, il est très difficile de rester en Algérie. Donc, comment faire partir les personnes? Et là, j'ai fait moi des colloques en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ça pose aucun problème quand on parle d'épuration ethnique, de volonté de nettoyer, de faire partir quelqu'un qui n'est plus pur dans ce pays. Et ça pose aucun problème. Or, en France, ça pose toujours un problème. On a toujours du mal avec certains mots, parce que les mots ont une histoire et on ne veut pas l'avoir. Mais le deuxième point, c'est la responsabilité du gouvernement, parce que le gouvernement est au courant de tout. Moi, si je trouve ces archives, ça veut dire que des militaires, parce que c'est surtout des archives militaires ou des consuls, ont fait remonter. Et s'ils ont fait remonter, c'est que l'armée possédait en Algérie un réseau d'informateurs chez les musulmans, au FLN et dans la LN, extrêmement efficace.
extrêmement efficace. Donc on a des remontées où on sait tout, on sait exactement qui est prisonnier là, qu'est-ce qu'on leur fait, est-ce qu'on les torture ou est-ce qu'on les torture pas, est-ce qu'on les emploie dans des mines ou pas, est-ce qu'on les emploie au déminage de la ligne Maurice ou pas. Ça, on le sait très bien, l'État français sait très bien qu'on va employer 20 000 harkis et à peu près 500 Européens au déminage de la ligne Maurice. Et ces 20 000 harkis vont mourir, hein, ça, pour une grande majorité. Donc, tout le monde est au courant, mais on ne veut pas le savoir parce que tout ça doit s'effacer derrière le volet politique. Le volet politique, c'est la France et l'Algérie doivent désormais avoir des relations diplomatiques d'État à État solides, fiables et sereines et apaisées. Donc, on est dans un déni le plus complet. Et ce déni, malheureusement, il est toujours 50 ans après à l'œuvre parce que des familles ont disparu dans leur mémoire, ont des exactions dans leur mémoire, sans parler des fils et filles d'ex-harkis qui, eux, continuent à se battre pour leur père et pour la reconnaissance de leur père. Donc, voilà moi ce que je voulais vous dire. Ce qui s'est mis en place après 62, c'est on ne dit pas tout parce qu'on protège les intérêts. Après tout, ça c'est très politique, c'est très diplomatique, pourquoi pas. Mais si la perte de l'Algérie devait coûter X dizaines de milliers de harkis et 3 à 4 000 Européens, autant le dire, autant l'assumer, et on serait passé à autre chose, et peut-être qu'on aurait eu des relations beaucoup plus apaisées avec l'Algérie depuis 50 ans. Merci. Bien, merci d'avoir rappelé ces faits qui commencent à être un peu mieux connus, enfin qui étaient déjà connus, mais qui sont